Je vous remercie d'être là en cette héroïque période qui était à la fois le week-end du 1er mai et les vacances de Pâques. Mais votre ténacité me fait plaisir et je vais essayer évidemment de donner tort aux absents. Je vous l'ai annoncé et à raison du caractère exceptionnel de cette séance, comme d'ailleurs de la précédente, nous quittons le champ difficultueux des relations entre l'infini contemporain et le fini pour parler des femmes. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la féminité. C'est la féminité. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse au titre. Voilà. Alors, c'est la féminité et en vérité, le champ de recherche général dans lequel se situe cette intervention, comme vous allez le voir, au fur et à mesure qu'elle se déroulera, son point de départ, c'était de considérer le destin disjoint dans le monde contemporain des fils et des filles. C'est donc plutôt une méditation sur la filiation sexuée, mais qui s'élargit, vous le verrez, en considération sur la féminité. Et c'est à la fois un point d'anthropologie contemporaine, mais aussi le préliminaire à quelque chose, à une question que je comptais un jour traiter, alors tout du long, ici même. C'est la question de savoir si femme, ça pouvait être un concept de la philosophie. Si ça avait sens de considérer que femme puisse être, entre autres choses, naturellement, aussi et en même temps, un concept de la philosophie. Et cette question est induite évidemment par la question la constatation, plutôt que la constatation du fait que homme est de longue date un concept de la philosophie. Alors évidemment, on dira en son sens générique. En sens générique, c'est-à-dire l'homme en tant que l'humain, l'humanité, etc. Mais enfin, c'est tout de même homme qui est un concept. Alors est-ce que, en tant que refente de cet homme et de cet humain considéré par Kant lui-même comme la question de la philosophie, quand on disait la question de la philosophie, c'est qu'est-ce que l'homme? Alors, alors la question qu'est-ce que la femme? Est-ce qu'elle est réductible à la question qu'est-ce que l'homme? Voilà. Est-ce qu'elle s'inscrit dans la question qu'est-ce que l'homme de façon homogène, ou bien est-ce qu'elle y fait césure, est-ce qu'elle y fait refendre? Donc un jour, je ferai un séminaire entier sur ce. Donc là, ce sont des notes préliminaires. Alors, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que à Bruxelles d'abord, puis à Athènes ensuite, il y a quelque temps, j'avais parlé de ce que j'ai appelé l'identité aléatoire des fils. L'identité aléatoire des fils dans la civilisation contemporaine. Civilisation avec des guillemets. Alors, je signale que vous pouvez lire ce texte sur les fils. Vous le trouvez en particulier en appendice du volume paru chez Fayard qui s'appelle Freud et la guerre et qui récapitule les grands textes de Freud qui tournent justement à partir de la Première Guerre mondiale autour de la question de la civilisation. Alors, ce que je disais dans ce texte, que vous ne pouvez par conséquent trouver et lire, c'est que on peut observer, je crois, aujourd'hui, ce que j'appellerais une désorientation des jeunes hommes, une désorientation des fils, et peut-être d'autant plus prononcée qu'il s'agit des fils dans les classes populaires, c'est-à-dire des fils qui ne sont pas des héritiers.
Et alors j'ai essayé d'expliquer cette désorientation, de l'analyser, de dire en quoi elle consistait, et de dire ce qui pouvait la surmonter. Alors, dans ce texte où je parlais des fils, j'ai dit que la question des filles, la question des jeunes femmes, était, à mon avis, tout à fait différente. Tout à fait différente. Et qu'il n'y avait pas de symétrie en la matière. Il n'y avait pas d'identité ni de symétrie. Et alors j'avais annoncé, sur le faisant, que je parlerais donc un jour aussi de cette question des filles, considérée comme dissymétrique de la question des jeunes hommes. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait à Athènes il y a 2 ans, dans le même lieu, et que je vais refaire quelques variantes que je vais refaire aujourd'hui pour vous. Et alors, c'est pour ça que je vous disais qu'il serait peut-être utile de lire le texte sur les fils en appendice de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, pour que tout ça soit situé dans ce qu'on peut appeler le différentiel contemporain des sexes. Alors, cette entreprise concernant les figures de la féminité contemporaine, parce que c'est ça dont il s'agit, quelles sont les figures proprement contemporaines de la féminité, quelle est la transformation de ce qui se joue sous le mot femme dans le monde contemporain. C'est une entreprise compliquée, risquée et tendue, comme on sait. Tendue parce qu'elle est question publique de longue date maintenant. Alors, pour être subjectif, la première difficulté que j'y vois, c'est que parler des femmes, des filles, et singulièrement des jeunes filles, quand on est un homme vieillissant, c'est par soi-même très dangereux. Très dangereux. Nous avons un témoignage fondamental sur ce point, je crois, qui est le splendide poème Élégie de Marienbad de Goethe, qui se dresse comme un avertissement à tous ceux qui sont dans son cas. Alors, quand Goethe rencontre la très belle Ulrike von Levetzow, qui a 17 ans, et il en a, lui, 72, et elle va, semble-t-il, parce que l'établissement des faits en la matière, comme vous savez, est toujours très délicat, mais elle va, semble-t-il, non sans imprudence, l'embrasser, Ulrike, le vieux Goethe. Et alors, du coup, séance tenante, il va la demander en mariage. Vous voyez à quoi on s'expose. Et alors, ce qui n'aboutira pas, parce que les familles, et peut-être bien Ulrike elle-même, c'est ce que je crois, ont abondamment comploté pour que ça échoue. Donc cette demande en mariage est reportée au calendrier grec, annulée. C'était difficile de refuser quelque chose à Goethe, c'est un personnage considérable. Enfin, on a essayé quand même de l'éloigner. Et alors, comme d'habitude, il s'est enfui. Goethe, en matière d'amour, c'est un fuyard professionnel. C'est un aspect de sa biographie tout à fait frappant. Toute l'histoire d'amour avec Goethe se conclut par le fait qu'il s'en va, qu'il part en Italie, qu'il monte dans la première diligence venue, et ensuite écrit un poème. Il écrit un poème. Et là, il écrit un poème. Et il écrit un poème qui est un magnifique poème. Il a 72 ans, je vous assure, il écrit un poème splendide, véritablement. L'élégie de Marienbad. Et alors, là aussi, je vous lis juste une strophe de ce poème, dans la traduction d'Isabelle Godeau, pour que simplement vous mesuriez la profondeur du fossé existentiel dans lequel Goethe s'est précipité en tentant de réactiver en lui la question des jeunes filles. Je suis loin. La minute présente, qu'est-ce qui lui convient? C'est l'impossible à dire. Outre la beauté, peut-être, bien des choses bonnes, mais cela m'est à charge, et je dois m'en déprendre. Une nostalgie irrépressible
me chasse de lieu en lieu. Ici, nul recours, sinon l'infini des larmes. Ah, je ne souhaite pas m'exposer à ce genre de recours, qui est l'infini des larmes. Première difficulté existentielle, et là, il y a une difficulté, je crois, plus théorique, c'est que il n'est pas sûr, nous verrons pourquoi, qu'il puisse exister dans le monde contemporain une question des filles qu'on puisse monter en parallèle à l'évidente et publiquement reconnue de toutes parts question des fils. Alors pour ça, nous allons faire un pas en arrière. Dans le monde ancien, appelons-le le monde de la tradition, qui est un monde de plusieurs millénaires, c'est un monde dont l'épaisseur historique est énorme, la question des filles est au fond assez simple. Il s'agit toujours de savoir si et comment une fille va se marier. Et il s'agit de savoir comment elle va passer de l'état de vierge séduisante à l'état de mère accablée. Et alors, entre les deux, du reste, entre la fille et la mère, il y a un personnage négatif et maudit, mais paradigmatique, qui est, comme vous le savez, la fille-mère. La fille-mère. Alors la fille-mère, elle n'est plus fille, puisqu'elle est mère. Mais elle n'est pas non plus vraiment mère, puisqu'étant non mariée, elle est, d'une certaine manière, encore fille. Alors, vous savez que cette figure de la fille-mère est fondamentale dans la société ancienne. Elle est aussi fondamentale dans tout l'art romanesque du XIXe siècle, par exemple. Et elle nous indique un point qui va nous servir de fil conducteur. Elle nous indique que, confrontée à toute dualité conceptuelle, à toute dualité des places, une femme peut, le voulant ou ne le voulant pas, mais une femme peut construire un entre-deux, une place hors place. Ni fille ni mère, par exemple. Ce qu'est la fille-mère, à proprement parler, du point de vue des places constituées dans la société. Donc la fille-mère, c'est un exemple de cette capacité d'être dans une place qui se faufile dans les places constituées, la fille, la mère. Puis il y en a une autre, par exemple, qui est la vieille fille. Autre personnage tout à fait consistant de la tradition. Parce que par définition, une fille doit être jeune. Et donc, une vieille fille, c'est encore une place qui n'est pas une place, à proprement parler. Et alors, dès qu'il est question des femmes, ce motif de la place déplacée est un thème structural tout à fait classique. Et jusque dans la comédie théâtrale, on voit qu'une femme digne d'être portée sur la scène, c'est fondamentalement une femme qui, de façon tout à fait littérale, ne tient pas en place. La femme comique, c'est la femme qui bouge, c'est-à-dire la femme qui se joue des places et qui ne tient pas en place. Donc c'est un motif absolument classique, ce motif de la femme qui doit être assignée de force à une place, parce que d'elle-même, elle serait toujours déplacée. Car ce motif va me servir de fil conducteur, comme vous allez voir. Alors, dans le monde contemporain, alors qu'allons-nous appeler monde contemporain? Dans le monde contemporain, c'est-à-dire pour le monde du capitalisme déchaîné et omniprésent, le monde de la marchandise, le monde du travail salarié, le monde de la circulation et de la communication, il est clair que la position de la fille ne se laisse plus réduire à la logique du mariage.
Oh, bien entendu, ça, nous le savons que trop, y compris en ce moment, le vieux monde est loin d'être totalement mort. Hein. Une tradition qui a des millénaires d'âge ne va pas crever au cours d'un septennat. Hein. Et donc le vieux monde est loin d'être totalement mort. On sait bien que la religion, la famille, le mariage, la maternité, la pudeur, la virginité elle-même ont encore dans bien des lieux du monde des positions solides. On a vu récemment toutes sortes de gens avec des figures enfarinées sortir de leur trou comme ça pour défendre le mariage dans sa destination primitive. Par conséquent, dans un certain sens, pour défendre l'antique position de la fille dans son opposition à la future mère. Ce qui prouve que même dans nos sociétés, si on gratte un peu le sol crasseux, on trouve cette tradition maniée par des gens pleines de morgue et qui ressemblent, il faut le dire, à de soudaines invasions de rats. Dont on n'a pas d'autre idée que de les faire rentrer dans leur trou. C'est pour ça que les combats grâce. Mais vous voyez que, alors ceci existe avec une force quand même. Alors, ce qui je crois intéresse le philosophe dans ce genre de questions anthropologiques, sociales, politiques, c'est non pas tant ce qui est que ce qui vient. Et ça, c'est pas ce qui vient. On le sent bien. On sent que c'est de l'autrefois. C'est de l'humanité en conserve. Hein. Et il est clair que ce qui vient, en ce qui concerne les filles, ne se laisse d'aucune façon réduire au mariage. C'est ça la vérité massive. Et celle qui mettra le temps qu'il faut pour l'emporter, mais l'emportera. La fille, dans le monde occidental contemporain en tout cas, mais à mon avis, du point de vue du futur, le monde universel, ne peut être défini comme cet être de sexe féminin qui se prépare au devenir femme et mère par la médiation du mariage, et donc par la médiation d'un homme. C'est pas même ça. Le mariage, ça signifie que la transition de fille à mère suppose la médiation d'un homme. Au fond, pour dire toute la révolte féministe, depuis la fin du XIXe siècle, et même avant, on pourrait la récapituler en un seul point. Une femme peut et doit exister sans la médiation d'un homme. Et une femme peut et doit être un être autonome et non toujours, dans sa définition même, le résultat d'une médiation masculine. Alors, il y a de fortes ambiguïtés dans ce thème, sur lequel je reviendrai. Mais enfin, cette révolte a abouti à des changements extrêmement importants qui affectent le statut et même la définition de ce que c'est aujourd'hui qu'une fille. Ça, c'est certain. Ça n'est pas cet être de sexe féminin promis au mariage. Alors revenons sur la logique de la tradition, parce que c'est quand même par rapport à elle qu'on peut comprendre ce qui se passe. Dans le monde de la tradition, c'est la médiation masculine qui constitue la question des filles, au sens suivant, finalement, ce qui sépare la fille de la femme n'est autre que l'homme. Alors, c'est tout à fait différent pour le fils. Nous avons là, d'emblée, une dissymétrie fondamentale entre le fils et la fille, parce que ce qui sépare le fils du père, de l'homme-père, ce n'est pas un terme extérieur réel, comme l'est un mari pour la fille. Ce qui sépare le fils du père, c'est le contrôle de l'ordre symbolique. Le fils doit succéder au père dans l'ensemble des pratiques et des mesures de la contrôle de l'ordre symbolique. Il doit devenir à son tour le maître de la loi. Alors on peut dire qu'entre la fille et la femme mère, il y a l'homme, une extériorité réelle à laquelle elle livre son corps, auquel, comme on dit dans le langage ancien,
elle se donne, donc auquel elle appartient, dans la figure du don. Et ça, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. C'est intéressant à voir, cette conception des choses. Moi-même, par exemple, quand je me suis marié, donc c'est à l'échelle d'une vie humaine, eh bien, j'ai entendu et signé, à l'époque, ainsi que mon épouse, les deux énoncés fondamentaux, qui étaient donc encore impavidement là. Premièrement, l'homme est le chef de la famille, donc ce qui lui incarne, lui donnait le grade du contrôle législatif des choses. Et deuxièmement, l'homme a le choix du domicile conjugal. Assorti d'une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée, qui est « il a le choix du domicile conjugal, la femme est tenue de l'y suivre, et il est tenu de l'y recevoir. » Ah non, mais c'était la loi il y a quelques années. Si vous me permettez de dire que 50 ans, c'est quelques années. Alors, voyez le poids des mots. Le poids des mots, quand ils sont inscrits dans l'ordre juridique, est toujours un symptôme essentiel. La femme est ce sujet dont le devoir est de suivre, en l'occurrence dans le domicile conjugal, de suivre, tandis que l'homme est le sujet qui choisit et reçoit. C'est-à-dire que l'homme est bien, à un niveau le plus abstrait, la médiation par quoi l'autre est reçu dans l'ordre symbolique que le lieu figure. Le domicile conjugal, c'est la métaphore familiale du lieu symbolique dont l'homme a la clé et où il reçoit et doit recevoir l'autre. Tandis que vous voyez bien qu'entre le fils et le père, il n'y a pas de cette médiation, il y a la loi elle-même, dont le fils est l'héritier. Alors tout cela était encore debout il y a 50 ans, ce qui historiquement est presque rien, et doit nous amener à nous interroger sur la nature exacte des transformations lorsqu'elles sont à une échelle de temps aussi restreinte. Alors la jeune fille du monde traditionnel, pour continuer là-dedans, elle change son nom contre celui d'un homme. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Elle devient Madame X. Elle peut, ayant changé de nom, elle peut rester à l'écart du travail salarié, gérer la maison, être d'abord mère et plus particulièrement mère de famille. Alors vous remarquerez que dans la trilogie pétainiste réactionnaire, travail, famille, patrie, alors, l'ouvrier, le paysan, espèce symboliquement masculine, sont voués à travail. Le soldat, non moins masculin, est voué à patrie. Et la fille, devenue mère, symbolise la famille. Donc la trilogie, travail, famille, patrie, contient deux catégories masculines, le travail et la patrie, et une catégorie féminine, la famille. Et vous notez qu'aucune des trois catégories ne concerne la jeune fille, qui n'étant pas mère ne symbolise pas la famille, n'étant pas soldat ne symbolise pas la patrie, et n'étant pas encore au travail ne symbolise pas le travail. La jeune fille reste en instance de symbolisation. Elle n'est pas projetée ou épinglée dans des catégories symboliques. Alors, je voudrais dire au passage que c'est par cela qu'elle a toujours fasciné les artistes, les peintres, les poètes, les romanciers et les cinéastes, et encore aujourd'hui. Elle les fascine parce qu'elle est en instance de symbolisation et que l'artiste, lui, espère trouver dans son art le symbole de cette symbolisation différée ou incertaine. Si vous regardez les grands portraits de jeunes filles dans la littérature planétaire, c'est ça, c'est le symbole artistique de l'incertitude de la symbolisation de la jeune fille. Vous remarquez aussi que c'est deux contraints, deux signifiants masculins, un signifiant féminin, dans la trilogie pétainiste. Alors, dans le monde traditionnel, on trouve très souvent ce deux contraints accompagnés du zéro de la jeune fille, n'est-ce pas ? Deux pour l'homme, un pour la femme, zéro pour la jeune fille.
Ces nombres ont un sens très important. Par exemple, la loi dit que le mari a le choix du domicile familial et que la femme a l'obligation d'habiter ce domicile. Mais remarquez qu'il n'est pas dit que le mari, lui, est obligé d'habiter le domicile familial. Il n'a pas cette obligation. Hein. Il a donc le pouvoir d'enfermer sa femme dans la maison, puisqu'elle est tenue de l'y suivre, il est tenu de l'y recevoir, elle peut l'y enfermer, et il a aussi le parfait pouvoir d'en être absent, lui. Hein. Alors que la femme n'a que le devoir d'être dans la maison. Devoir auquel l'homme doit tempérer, mais c'est son unique devoir. Donc c'est deux contraintes encore. Finalement, l'homme peut, d'une part, décider d'être dans le domicile conjugal, il peut aussi décider de n'y pas être, alors que la femme est tenue d'y être. Donc deux contraintes en faveur de l'homme. Alors je pense que c'est vraiment toujours la loi de la famille traditionnelle. Alors, ça nous amène à une question qui a été beaucoup débattue ces derniers temps, à propos de modification des lois du mariage. Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce que la famille? Bon, déjà chez Platon, qui s'est interrogé là-dessus, on voit que, de manière très générale, il y a trois grandes fonctions sociales. Produire, reproduire et défendre. C'est les trois grandes pratiques qui définissent un groupe social installé. Produire, reproduire et défendre. Alors, le travail est ce qui produit, la famille est le lieu où on reproduit l'espèce humaine, et patrie définit ce qu'on défend. Donc bien, dans la trilogie, travail, c'est la production, famille, c'est la reproduction, et patrie, c'est la défense, c'est ce qu'on défend. Alors, vous voyez que, là encore, nous sommes à deux contraintes. Production et protection sont les activités masculines, dans la figure de l'ouvrier et du soldat, par exemple. Et la fille devenue femme, enfermée dans le labeur maternel, va assurer la reproduction. Donc là encore, c'est deux contraintes. Deux termes masculins, un seul terme féminin. La femme va accueillir à sa table et dans son lit l'homme mûr qui travaille et qui est son mari, et elle va pleurer, patriotiquement, l'homme jeune, mort au combat, qui est son fils. La fille doit devenir Mater Dolorosa. C'est son rapport négatif et de souffrance à la fonction de défense. Alors deux contraintes, encore. Le père vivant, qui dispose du corps de la femme, et le fils mort, qui dispose de sa souffrance et de ses larmes. Et voici que tout cela, toute cette société traditionnelle et ce deux contraints singuliers, est lentement mais sûrement en train de mourir. Ça, c'est ce qu'il faut quand même bien voir. Dans le monde qui vient, dans le contemporain qui se prépare, la fille peut décider d'être ouvrière, ou paysanne, ou professeure, ou ingénieure, ou policière, ou caissière, ou soldate, ou présidente de la République. Elle peut vivre avec un homme hors mariage, avoir un amant, plusieurs amants, aucun amant. Elle peut se marier, divorcer, changer de lieu et d'amour. Elle peut vivre seule, sans être cet autre personnage important et cruel de la tradition, la vieille fille. Elle peut avoir des enfants sans avoir de mari, ou même, comme nous savons, avoir des enfants avec une autre femme. Elle peut avorter. Le nom maudit de fille-mère disparaît. On a dit un temps mère célibataire, et on a dépassé tout cela en parlant d'un nom extrêmement neutre, famille monoparentale. Ce qui, vous le voyez, nous fait sortir du romanesque. Famille monoparentale, franchement une catégorie qui sent son état à planer. Voilà.
Et voici même qu'une famille monoparentale peut aujourd'hui aussi être formée d'un père et de ses enfants, après tout, sans aucune femme, et personne ne parlera de fils-père, remarquez, comme on parlait de fille-mère. Le fils-père, c'est une catégorie inconnue. Le personnage négatif de la vieille fille peut aussi, dans ses transformations subjectives et verbales immenses, devenir le personnage positif de la femme indépendante. Alors, il y a de vives résistances contre cela, je sais, c'est pas encore gagné, c'est pas partout accepté, mais c'est ça qui arrive, c'est ça qui vient. Et c'est donc ça qui doit requérir immédiatement notre pensée. C'est là que se constitue notre question, notre supposée question, la question des filles. Alors, sa première formulation, sa formulation la plus claire, c'est la suivante. Si la fille, ou la jeune fille, n'est pas séparée de la femme par le réel d'un homme et le symbolique d'un mariage, alors quel peut bien être le principe de son existence? Au fond, qu'est-ce qu'une fille aujourd'hui, qui n'est plus définissable par le fait qu'elle est séparée de son être femme, par la médiation obligatoire d'un homme? Qu'est-ce que c'est? Et la deuxième question, c'est, se trouve-t-elle dans cette situation désorientée, comme j'ai pu dire que l'étaient les fils, pour des questions qui touchent en réalité à l'ordre symbolique? Alors, je dis quelques mots ici sur ma thèse sur les fils, parce que, pour éclairer simplement celle sur les filles. Ma thèse sur les fils, c'est la suivante, c'est que le point était la ruine dans nos sociétés de toute procédure d'initiation, c'est-à-dire de toute procédure symbolique attestant la distinction entre le jeune enfant ou l'adolescent et l'homme à proprement parler. La dernière forme de cette figure d'initiation a été, dans les sociétés démocratiques que nous connaissons, le service militaire. Et le service militaire lui-même a été aboli, mettant fin, en réalité, à toute procédure d'initiation, ce qui mettait là un terme, alors carrément, à des dizaines de millénaires. Car les procédures d'initiation existaient pour les adolescents dans les sociétés les plus archaïques, les plus primitives. Hein. Et elles étaient d'une importance considérable. Elles constituaient la masculinité dans son être propre, et au fond, des scarifications des sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu'au service militaire, on a une gigantesque continuité dont il faut bien voir là encore qu'elle est interrompue quasiment l'année dernière, sous Chirac. Alors, vous voyez, des milliers d'histoires, des histoires qui s'achèvent dans Chirac. Alors, en réalité, ça crée quand même une situation dont il faut prendre la mesure, sans tomber immédiatement dans des figures réactives, puisque les figures réactives n'ont aucune portée. C'est que, quand vous n'avez pas d'appui symbolique constitué pour devenir autre que ce que vous êtes, vous avez tendance à ne pas devenir autre que ce que vous êtes, mais à continuer à être ce que vous êtes. Parce que l'altération de son identité suppose une consistance de l'autre au sens du lieu symbolique, véritablement. Quand l'idée est trop absente, l'idée au sens du marquage symbolique de la différence, la vie risque d'être simplement la continuation de ce qu'elle est au jour le jour. D'où la tentation et la possibilité d'une adolescence éternelle. Et c'est ce que l'on constate quand même tous les jours. C'est-à-dire le caractère enfantin de la vie des adultes. Parce que c'est ça, l'adolescence éternelle. C'est quelque chose comme une puérilité universelle. Puérilité universelle liée aux figures de la consommation. Et ce caractère enfantin de la vie des adultes, à mon avis, est particulièrement visible chez les adultes de sexe masculin. Il suffit de les voir dans la rue. Et pourquoi? Parce que le sujet qui comparaît devant la marchandise doit rester un enfant qui désire de nouveaux jouets, fondamentalement.
Et c'est bien ce qui se passe. Les nouveaux jouets peuvent être des gros jouets. Et le sujet qui comparaît devant la règle sociale, juridique et électorale, il doit pour l'essentiel rester un écolier obéissant et stérile, qui n'a éventuellement pas d'autre but représentable que d'être le premier de la classe et qu'on parle de lui dans les journaux. Ah ça c'est quand même l'ordre de la masculinité tel qu'il se profile dès lors, d'une certaine façon, que le principe abstrait de la césure entre enfant et adulte dans la masculinité elle-même n'a pas de référence symbolique, et que, de surcroît, le marché tente même d'inverser la chose, en faisant, comme il le dit dans son jargon à lui, des adolescents le cœur de cible du marché. Mais si vous faites des adolescents le cœur de cible du marché, vous propagez en réalité le goût de l'adolescence pour les variations insignifiantes dans la population tout entière. Alors les filles, dans cet ordre-là, alors on pourrait s'engager dans une voie parallèle. On pourrait dire, au fond, les filles sont aussi livrées à une certaine forme d'inséparation entre l'être fille et l'être femme, puisque l'homme et le mariage ne jouent plus le rôle réel et symbolique de la séparation. Ce serait une hypothèse. Alors, mon hypothèse à moi est différente. Et je vous la livre, proposée à la discussion évidemment. Je pense que chez les fils, la fin de l'initiation traditionnelle entraîne une stagnation puérile qu'on peut nommer une vie sans idée. Une vie sans idée. Chez les filles, l'absence de la séparation extérieure, c'est-à-dire homme et mariage, entre filles et femmes, fait qu'entre filles et femmes, il n'y ait plus cette séparation incarnée, pas une séparation symbolique, une séparation incarnée par la figure explicite et réelle d'un homme, le mari. S'il n'y a plus cette interposition de la figure pour la séparation, on pourrait imaginer qu'il y a en effet l'absence de séparation, mais je pense qu'elle n'entraîne pas une stagnation puérile, elle entraîne la construction immanente de ce que j'appellerais une féminité prématurée. Autrement dit, je soutiens, si vous voulez, que l'absence de séparation peut se lire dans deux sens. Elle peut se lire ce qu'il y a avant se perpétue indéfiniment, mais elle peut se lire aussi ce qu'il y a après investit ce qui vient avant. Et telle est, à mon sens, c'est une hypothèse structurale, je vais essayer de la justifier quand même, la différence entre filles et garçons dans le monde contemporain, soumis à la même pression d'inséparation, c'est-à-dire la même pression de disparition des anciennes et des traditionnelles différenciations. Alors, au fond, le fils est exposé à ne jamais devenir l'adulte qu'il détient en lui-même. C'est ça que j'appellerais son errance propre, ou l'adolescence éternelle. La fille, je dirais qu'elle est exposée à être devenue, depuis toujours, l'adulte femme qu'elle devrait devenir activement. Ou encore, si vous voulez, chez le fils, il n'y a aucune anticipation. De là, ce qu'on pourrait appeler l'angoisse de la stagnation. Il suffit de les voir, les jeunes garçons dans les bandes, etc. Ils stagnent dans une vie éternellement inopérante. Chez la fille, je pense qu'il y a une rétroaction adulte qui dévore l'adolescence, et même peut-être une part de l'enfance elle-même, et de là une angoisse très différente, qui est une angoisse de prématuration. Alors empiriquement, regardons la masse des filles dans les sociétés modernes, elles ne sont pas différentes des femmes.
elles sont ce qu'on pourrait appeler des femmes très jeunes. C'est tout. Elles sont habillées et maquillées comme des femmes, elles parlent comme des femmes, elles connaissent tout. Dans les magazines féminins, pour ces très jeunes femmes, les sujets sont exactement les mêmes que dans tous les autres magazines. Les habits, les soins du corps, le shopping, la coiffure, tout ce qu'il faut savoir des hommes, l'astrologie, les métiers et le sexe. Et là, ce qui advient dans ces conditions est ce que j'appellerais une sorte de fille-femme, constituée prématurément comme adulte sans le besoin de personne. Et j'assignerai à ça la cause du total dépérissement du symbole de la virginité. C'est un phénomène remarquable, la disparition du symbole de la virginité. Parce que c'était un symbole fondamental dans les sociétés traditionnelles, et un symbole devenu, comme vous savez, théologique. Parce que la virginité, ça nommait ce qui, dans le corps d'une fille, prouve qu'elle n'a pas encore rencontré la médiation sexuelle d'un homme. Et que donc elle n'est pas encore une femme. Voilà. Puisque c'est cette médiation sexuelle qui l'a fait passer de fille à femme. Donc le symbole de la virginité, c'est en quelque manière la démonstration objective de la différence incarnée, saisie dans le corps, entre la fille et son devenir femme. Une fille, en tant que telle, est vierge. C'est symboliquement capital. Ou alors, en société contemporaine, ce symbole, il est supprimé, ou en tout cas très malade. Et pourquoi? Eh bien, je soutiendrai que c'est parce que, même empiriquement vierge, ce qui arrive, une jeune fille contemporaine est déjà une femme. Ça n'a pas d'importance au regard de la rétroaction de la féminité mature sur l'adolescente qu'est la jeune fille. Ça ne se soutient pas d'une inscription dans le corps, vierge ou pas, c'est la même chose. Au fond, la jeune fille supporte en elle-même l'action rétroactive de la femme qu'elle deviendra, et elle ne le deviendra, cette femme, que parce qu'elle l'est déjà. Parce qu'elle l'est déjà, puisque la médiation obligatoire a disparu, sans que, il faut bien le dire, l'homme y soit pour grand-chose dans cette modalité. Alors, disons que la poétique figure de la jeune fille, qui éclaire tant de magnifiques romans anglais, n'a plus aucune pertinence. Moi, je suis frappé quand on lit les magazines contemporains pour filles, que je lis quelquefois, mais qu'on leur apprend extrêmement tôt comment faire jouir les messieurs sans prendre de risques. Des choses comme ça. Ou comment s'habiller pour qu'ils en aient envie, en tout cas. Alors, ça ne laisse pas grand-chose en état de la poésie de la jeune fille. Mais ces magazines ne sont pas coupables. On ne va pas dire que c'est la faute aux magazines, c'est idiot, évidemment. Ils ne font que s'adresser en chaque fille à la femme contemporaine qu'elle est en un certain sens déjà devenue et dont on pourrait dire que le cynisme est innocent. Et alors, de là que les filles sont aptes à faire, avec un impeccable talent, tout ce qui leur est demandé en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescente, vu qu'elles sont désormais par elles-mêmes bien au-delà de tout cela. Et si les fils sont pour toujours immatures, les filles, elles, sont depuis toujours matures. Et il faut donner de cela qu'un seul exemple, la réussite scolaire. Il s'est creusé sur ce point, il faut quand même savoir, en faveur des filles, un véritable abîme, et spécialement dans les milieux populaires. Alors que la jeunesse mâle des banlieues subit à l'école un désastre irrémédiable, leurs sœurs non seulement réussissent, mais la statistique le prouve, réussissent mieux que les filles des quartiers riches, qui elles-mêmes, cependant, mangent déjà la soupe sur la tête des garçons fortunés et débiles. Et alors, j'ai vu moi-même souvent
de pauvres jeunes gens d'origine arabe, amenés depuis les quartiers populaires par la police devant les tribunaux, et puis l'avocate ou même la juge pouvait être leur sœur. C'est une situation fréquente, c'est une situation canonique. Ou bien ces filles sont attrapées dans la misère sexuelle qu'est la leur, une maladie transmissible, et le médecin qui les soigne peut être leur sœur. Et on en voit de plus en plus de ces jeunes dames conquérantes devenir policiers, juges et ministres. Et que partout où il s'agit de la réussite sociale et symbolique, la fille-femme l'emportera désormais sur le fils incapable de surmonter son adolescence. Ce qui, entre parenthèses, montre que le fond de la question n'est pas la misère sociale. C'est très important à comprendre, ça. Les filles sont aussi mal loties dans les quartiers pauvres que les garçons, et plus même que les garçons. Elles doivent souvent s'occuper du ménage, s'occuper des enfants plus jeunes. Elles travaillent sur un coin de table à la cuisine, avec un acharnement mature. Elles triomphent, parce qu'elles savent que les exercices qu'on leur demande, outre qu'ils conditionnent leur propre libération, ne sont que jeux d'enfants pour elles, qui sont en réalité déjà des femmes définitives. Alors on dira qu'est-ce, c'est qu'elles veulent se sortir du monde oppressif où elles sont nées. Bien sûr, dira-t-on que les garçons ne veulent pas en sortir. Ce n'est évidemment pas une hypothèse qu'on peut faire. Ils ne peuvent pas en sortir. Tout le point est donc que les filles le peuvent. C'est ça la différence. Et c'est parce que la femme libre qu'elles veulent devenir est déjà en elles, de toute sa puissance, aussi âpre et assurée qu'il le faut, tandis que le fils, qui ne sait pas ce qu'il est hors d'état de devenir ce qu'il peut. La fille-femme, elle, peut devenir avec aisance ce qu'elle sait qu'elle est déjà. Alors tout le point est que la question des filles, du coup, contrairement à celle des fils, à mon sens, n'existe plus comme telle. C'est la grande dissymétrie. Il y a une question des fils aujourd'hui. À proprement parler, il n'y a pas une question des filles, mais seulement la question des femmes, à raison de ce que le mouvement est cette fois rétroactif. Cette femme que les filles sont prématurément, qui est-elle aujourd'hui? Quelle en est la figure? Et vous voyez que si pour parler des fils, on peut rester dans le domaine des fils pour expliquer ce que peuvent être les filles aujourd'hui, il faut en passer par les femmes, c'est-à-dire traiter en effet les figures contemporaines de la féminité. Alors en venant à ces figures contemporaines de la féminité, je voudrais essayer de dire en quelques mots, mais ça mériterait des développements beaucoup plus considérables, quel est le vrai mécanisme sexué de l'oppression capitaliste moderne. Il y a un mécanisme sexué de l'oppression capitaliste moderne, qui n'est plus du tout le mécanisme de la tradition, comme quelquefois le féminisme attardé s'imagine qu'il est. Bien sûr, on peut traquer les débris de comportements traditionnels, il y en a encore beaucoup, hein, ça a duré des millénaires et c'est encore bien installé. Mais ce n'est pas le fond du problème. Parce qu'il ne s'agit plus du tout, comme dans le monde de la tradition, d'une subordination à la fois réelle et symbolique, mariage, de la femme mère par rapport à l'homme père. Le point qu'exige de nous la société capitaliste, moderne, c'est de faire valoir partout l'impératif « vie sans idée ». Et les chemins de cet impératif, c'est ça que je voudrais soutenir, les chemins de cet impératif « vie sans idée », ce qui veut dire « ne vis que pour acheter ce qu'on te propose », cet impératif n'a pas le même chemin selon qu'on y plie les fils ou les filles. C'est ça, à mon avis, le cœur du problème. Autrement dit, il y a bien un élément sexué de cette oppression, parce que le chemin subjectif par lequel une fille peut se soumettre à cet impératif n'est pas le même que le chemin pour un fils.
Autrement dit, on a la différence suivante. Que la vie puisse être la vie sans idée, c'est-à-dire la vie stupide. Subjectivité exigée par le capitalisme mondialisé, comme on peut le démontrer aisément, vu qu'il ne s'agit que d'acheter des âneries. Donc, si la vie est la vie sans idée ou vie stupide, cet impératif va être obtenu des petits mâles, c'est-à-dire des fils, par l'impossibilité de devenir adulte. La stagnation dans l'adolescence consommatrice et concurrentielle, elle-même assignée à une totale absence d'espoir ou d'élévation. Cela va s'obtenir en revanche des petites femelles par l'impossibilité de rester fille, d'être dans la gloire passée et éternelle de la jeune fille, par un devenir femme prématuré, orienté en fait par le cynisme du devenir social. Vous voyez que ce sont deux chemins subjectifs de la soumission, et que le chemin masculin n'est pas le même que le chemin féminin. Parce que veut la société contemporaine? Regardons-la comme elle est. Que veut la société contemporaine? Elle est livrée aux monstres capitalistes, aux monstres du marché. Elle veut deux choses. Premièrement, qu'on achète les produits du marché si on le peut. Et deuxièmement, que si on ne le peut pas, on se tienne tranquille. Voilà. Alors pour ces deux choses, il faut n'avoir aucune idée de justice. C'est indispensable. C'est indispensable. Aucune idée d'un autre avenir possible. Aucune pensée gratuite. J'insiste sur le point que ce sont des impératifs vitaux pour la société telle qu'elle est organisée. Ce ne sont pas des aberrations particulières. Il est évident que si les deux impératifs fondamentaux, c'est acheter ce qui est produit si vous le pouvez, tenez-vous tranquille si vous ne le pouvez pas, et c'est absolument les réquisites fondamentaux et minimaux de la société telle qu'elle est, eh bien il faut en effet que soit absentée toute idée de justice, toute idée qu'un autre avenir est possible, celui-là seul existe et est réel, et aussi qu'aucune pensée, que quelque chose qui a valeur puisse être gratuit. Ça, c'est ce dont cette société a le plus peur. Enfin, la gratuité, c'est la chose abominable par excellence. Mais toute vraie pensée est gratuite, si vous y réfléchissez. Ça n'a pas de sens, une pensée payante. Donc toute vraie pensée est gratuite. Et donc la conclusion, dans le monde qui est le nôtre, comme seul compte ce qui a un prix, il faut n'avoir aucune pensée, aucune idée. C'est fondamental. Alors seulement, si on n'a aucune pensée, aucune idée, on est prêt à obéir à une société qui nous dit « consomme si tu en as les moyens, et si tu ne les as pas, ferme ta gueule et disparaît. » Ce qui est quand même l'existence du monde. Et alors, vous voyez qu'on ne peut avoir dans ces conditions qu'une vie totalement désorientée et répétitive, parce que la boussole de la pensée a disparu. La boussole de l'idée a disparu. Je voudrais souligner que la société traditionnelle, et encore ça, c'est pas du tout pour la réhabiliter, parce que je suis hostile à toute possibilité d'un retour en arrière. La société traditionnelle est complètement différente, parce que, tout au contraire, elle impose une croyance, et donc une idée. Dans la société traditionnelle, l'oppression n'est pas qu'il faille vivre sans idée. L'oppression, c'est qu'il y a une idée obligatoire, généralement religieuse. Pas toujours, mais généralement religieuse. L'impératif de la société traditionnelle est « vis avec cette idée et aucune autre ». Tandis que l'impératif contemporain, c'est, je le redis, « vis sans idée ». C'est une modification qualitative, ça n'est pas un changement de contenu. Et entre nous, c'est pourquoi on parle depuis 40 ans de la mort des idéologies. Ça n'a jamais rien voulu dire d'autre que vie sans idée, la mort des idéologies.
Alors, soit dit en passant, c'est un peu une parenthèse, c'est aussi pourquoi on pourchasse de façon aussi violente les symboles religieux par lesquels se marque ce qui peut subsister de la société traditionnelle. D'ailleurs, l'appartenance à une conviction, fut-elle obligatoire ou débile? Même ça, c'est de trop. Même ça, c'est de trop. Si des gens ont des idées stupides, peut-être donneront-ils à d'autres l'idée d'avoir des idées intelligentes. Mieux vaut l'égalité absolue dans l'absence générale d'idées. Très préférable. Alors, finalement, s'agissant des femmes, pas du tout un hasard si cette question des femmes ressort là, au fond, l'appartenance à la société marchande, pour une femme, c'est l'aptitude à se montrer autant que possible elle-même comme une marchandise disponible. Ça, au moins, ça fait partie de l'ordre tel qu'il est. Alors, la nudité est à cet égard bien vue. Le short, c'est excellent. Le maquillage, c'est parfait. Le nombril, c'est tout à fait convenable. Mais le foulard sur la tête est abominable et proscrit. C'est comme ça, quand même. Comme ça. Alors, c'est que, comme vous le voyez sur les murs, partout, la sexuation visible, c'est une donnée commerciale depuis l'aube des temps. Tandis que la tradition impose, elle, que sur le corps des femmes, pour les raisons que j'ai expliquées, il y ait le symbole souvent pauvre et lamentable, mais il y a le symbole de ce que les convictions, en la circonstance religieuse ou morale, sont supérieures à toute proposition marchande. Dans le monde que régente le capital, il n'en va pas de même. Il faut que tout soit objet et que rien ne soit symbole. Voilà, c'est ça la règle. Tout doit être objet et rien ne doit être symbole. Et c'est ainsi que Marx annonçait, il y aura bientôt 2 siècles, que toutes les relations symboliques du vieux monde, du monde de la tradition, hiérarchiques, symboliques, de conviction, de croyance, que tout cela serait, comme il le disait, impitoyablement dissous dans les eaux glacées du calcul égoïste. Alors il suffit de regarder nos murs, nos télévisions, la fonction des femmes dans la publicité, l'habillement des femmes en été, etc., pour ajouter à la phrase de Marx, ceci: lorsque la femme est dissoute dans les eaux glacées du calcul égoïste, elle est nue. Ah, elle est nue. Et s'il y a quelque chose sur la tête, c'est que sa dissolution n'est pas complète. Il faut donc l'obtenir à tout prix. Alors, au fond, on pourrait dire, l'impératif traditionnel, c'est sois un homme identique à ton père, une femme identique à ta mère, et ne change jamais d'idée. Tandis que l'impératif contemporain, c'est plutôt sois l'animal humain que tu es, plein de petits désirs et sans idée aucune. Mais pour ça, il faut dresser l'animal individuel. Il n'est pas comme ça par lui-même. Il faut le dresser. Et pour ce dressage de l'animal individuel, les chemins ne sont pas les mêmes, en tout cas aujourd'hui, selon qu'on est une fille ou selon qu'on est un fils. C'est là-dessus que je voudrais insister. Alors disons que le fils vivra sans idée pour n'avoir pas su soutenir le mûrissement d'une pensée. Tandis que la fille vivra sans idée pour avoir soutenu bien trop tôt et sans médiation une maturité vaine et ambitieuse qui lui fait penser très tôt que l'idée est inutile. Je dirais que le fils manque l'idée par défaut d'homme et que la fille manque l'idée par excès de femme. Alors j'exagère un peu la situation, délibérée. Alors que pourrait devenir dans ces conditions le monde?
Je l'exagère par science-fiction. Au fond, le monde pourrait très bien devenir un troupeau d'adolescents stupides, dirigés par des femmes carriéristes et habiles. Et on aurait alors ce qui convient parfaitement au monde opaque et violent qui nous est offert. En fait d'idées, il n'y aurait plus que des choses. Ah. Et ça réglerait les problèmes. Alors je reviens maintenant aux figures de la féminité, telles qu'elles s'imposent prématurément au lieu où la jeune fille a disparu. Alors cette question des figures de la féminité est très ancienne, comme vous savez, elle tourmente la mythologie, la religion, la philosophie, l'anthropologie depuis des siècles et des siècles. Mais je crois qu'il y a une stabilité millénaire. Je dirais que le cercle des figures de la féminité, tel qu'il a été construit par la société des hommes, c'est la société traditionnelle depuis des millénaires, se compose de 4 figures. Tout à fait faux de dire qu'il y a une seule figure, la femme opprimée, et puis on s'en tient là. Bien sûr, il y a la femme opprimée, mais c'est un dispositif toujours très compliqué. Il y a 4 figures qu'on pourrait nommer la domestique, la séductrice, l'amoureuse et la sainte. La domestique, la séductrice, l'amoureuse et la sainte. Alors il y a d'abord effectivement la femme comme animal domestique, producteur et reproducteur. Et la femme est alors considérée comme située entre l'humanité symbolique, régie par, disons, le nom du père, et une animalité pré-symbolique, liée aux fonctions sexuelles et reproductrices. Alors cette figure inclut naturellement la maternité, comme centrale, et elle est en quelque sorte la base matérielle des 3 autres figures. Elle en est le point d'incise productrice effective. Et ensuite la femme comme séductrice, c'est-à-dire la femme sexuelle et dangereuse. Et puis il y a la femme comme emblème de l'amour, la femme du don de soi, de l'oblativité passionnée. Et puis il y a la femme comme vierge sacrée, médiatrice et sainte. Alors ça c'est ce qui constitue ce qu'on pourrait appeler le carré féminin traditionnel. Ces figures sont repérées, y compris dans toutes les mythologies les plus anciennes. La femme est fondamentalement domestique, mais séductrice, amoureuse et sainte dans des figures plus rares, mais non moins importantes. Alors dans cette construction, ce qui frappe, c'est que l'unité n'est pas tant un terme isolé qu'un couple de termes. On va retrouver 1 et 2 dans cette affaire. Alors les exemples fourbis, ils ont alimenté toute la littérature sur les femmes pendant des siècles. Et on y voit toujours une femme prise dans l'écartèlement de 2 figures. Bien qu'en réalité, la féminité, nous allons le voir, il y a 4 figures, mais c'est le passage entre les figures qui est déterminant. Par exemple, la domestique, la mère au foyer, avec ses tâches lourdes et quotidiennes, n'est pensable que doublée de la séductrice, dont la forme basse est la putain, tout simplement. D'où la fameuse thèse qu'un homme, finalement, n'a rapport aux femmes que sous le schème binaire de la maman et de la putain, qui a donné un film fameux, le titre d'un film fameux, La maman et la putain. Mais en réalité, la dangereuse séductrice, sexuelle, la vampe, si vous voulez, n'est telle que si elle se couple et s'oppose à la ferveur de l'amoureuse, dont elle est à la fois proche et très éloignée. C'est l'origine des innombrables doublets féminins littéraires où toute l'action
présente le conflit de l'amour pur et de l'amour impur, du désir et de l'amour, ou de la sublime amoureuse confrontée à la mauvaise femme, la puissante rivale, la femme de mauvaise vie, la tentatrice. Et puis l'amoureuse, elle est elle-même à la lisière du sublime, parce que si elle se donne, si elle s'oublie, ça peut être aussi bien pour s'abîmer dans la fusion avec Dieu, dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de virginité ascendante, dont il y a quantité d'images dans la théologie. Même le vieux Goethe, pour ne parler que de lui, termine le Faust par l'énoncé « L'éternel féminin nous emmène en haut ». Alors que nous avons vu que Ulrike l'avait emmené dans le fossé. Alors, la vérité, comme toujours, des distributions classificatoires, c'est la circulation. La domestique n'est femme, n'est proprement femme, que d'être virtuellement doublée par la séductrice. La séductrice n'est puissante que parce qu'elle aborde au rivage de l'amour, et l'amoureuse n'est sublime que parce qu'elle côtoie la mystique. Puis il y a une circulation au sens inverse, qui ramène au point de départ, parce que la mystique sublime va valider l'abnégation quotidienne de la mère, l'oblativité domestique, etc. Si bien que du mystique au domestique, la prose religieuse et morale circule sans effort, c'est très frappant, véhiculée par les figures féminines de la religion, qui organisent cette circulation entre la louange faite à la femme excellente et fidèle domestique, et la femme dans la sublimité mystique. On circule entre les deux, et c'est évidemment le symbole fondamental qu'est la Vierge Marie, dans le catholicisme, qui est sublime au point d'être quasiment divine, mais qui est en même temps l'archétype de la mère attendrie du bébé, et la Mater Dolorosa du fils supplicié. Donc elle est dans la figure absolue de la maternité domestique et souffrante, en même temps qu'elle est dans la sublimité divine et mystique. Donc, ce retour du sublime de la sainte vers la domesticité de la mère fait que finalement le carré que je vais présenter est une sorte de cercle. Chaque figure n'est telle que de sa relation excentrique à une autre. Alors on dira donc, c'est ce que je voulais tirer de tout ça, que femme, ça n'est jamais qu'une occurrence de la dualité. Que même une sainte épouse n'est telle que de ce qu'on lui a demandé quand même un jour de séduire, qu'elle a consenti au sexe, et que donc elle est peut-être dangereuse secrètement, et le demeure à jamais. Entre parenthèses, sinon, si elle n'était que l'épouse domestique, ingénument et fidèlement, on se demande pourquoi il faudrait, comme on le fait dans les sociétés traditionnelles, l'enfermer, la couvrir et la protéger des regards. C'est bien qu'elle est aussi un danger caché et irréductible. Cette femme dangereuse, cachée sous le voile de l'épouse fidèle, c'est après tout elle qui, peut-être, passionnément, va en secret rencontrer un amant pour lequel elle donnerait sa vie. Et c'est bien la raison pour laquelle il faut la claustrer, car en elle, l'amoureuse séductrice est toujours immanente. Et puis, si cet amant disparaît, elle va être tentée de se vouer à un Dieu salvateur en se réfugiant dans un couvent secret. Vous avez là la trame d'innombrables contes, romans de la tradition où on parcourt les figures, où la femme est une fidèle épouse, mais tombe dans la passion amoureuse parce qu'elle est quand même une femme séduisante pour un amant, et que l'amant la plaque et qu'elle termine dans la prière. La prière qui d'ailleurs la ramène au point de départ, parce que comme vous savez, dans le couvent où l'on prie, on va aussi briquer le sol. Alors, finalement, je dis ça parce que ça veut dire que dans la représentation traditionnelle dont je décris le schéma structural, au fond, une femme n'est à une place qu'autant qu'elle se tiendrait aussi bien dans une autre.
C'est ça le point. La circularité, c'est cela. L'essence de la circularité, c'est de dire qu'aucune des places n'est en vérité indépendante de la possibilité de la translation de cette place à une autre place. Et que donc, une femme, c'est la puissance du 2. La puissance du 2, ce n'est pas une place. C'est la constante puissance de la dérive d'une place sur une autre place, et ceci selon une circularité intégrale. Et à vrai dire, je soutiendrai que cette puissance du 2 est encore plus considérable parce que on peut voir que chacune des figures est déjà par elle-même scindée, est déjà une dualité plutôt qu'une place. Bon, un exemple simple et frappant, c'est celui de la circulation des femmes dans les sociétés traditionnelles. Un détour anthropologique, une société dite primitive. Soit ces sociétés qu'étudient les anthropologues, soit même dans les sociétés de notre propre histoire, il y a encore très peu de temps. Alors, dans tous les cas, on parle de la femme comme animal domestique supérieur. Alors, vous savez que dans certains groupes, c'est très frappant, un homme ne peut obtenir une femme que contre un paiement important. Une femme, une épouse bonne domestique, ça s'achète. Par exemple, 2 ou 3 vaches, ou des tissus, ou des choses comme ça. Et dans d'autres groupes, au contraire, un homme ne se marie avec une femme que si on ajoute à la femme un paiement important. C'est le système de la dot. C'est un phénomène très étrange. Comment se fait-il que dans certains cas, il faille acheter une femme à un prix très élevé, et dans l'autre cas, que pour obtenir une femme, on est en droit de demander que celui qui vous la donne ajoute un peu quelque chose à la femme. Alors dans un cas, elle est quasiment hors de prix, et dans l'autre, elle ne vaut pas grand-chose, puisqu'il faut qu'elle vienne avec le prix qu'elle coûterait si elle valait quelque chose. Et alors, comment expliquer que les femmes et l'argent, en quelque sorte, puissent circuler soit dans le même sens, soit en sens contraire? Dans le cas de la dot, la femme passe d'une famille à une autre avec un trousseau et de l'argent, et dans le cas de l'échange pur, la femme passe d'une famille à une autre, pour autant que de l'argent circule de la famille d'accueil vers la famille donatrice. Alors ça ne peut être que parce que l'acquisition d'une fille a 2 sens opposés. Exactement les 2 sens de circulation. Dans le premier sens, elle est une force de travail et de reproduction. Et en tant qu'elle est une force de travail et de reproduction, elle coûte un bon prix. Et dans le second cas, elle reste une force reproductive dans la capacité d'avoir des enfants, mais qui doit être entretenue. Qui doit être entretenue sur un certain pied. Voilà. Et de là que le système de la dot était, et à mon avis reste, plus ou moins discrètement, obligatoire dans les milieux riches. Parce que la femme doit parader dans ces milieux. La femme doit présenter l'élégance et la civilisation, elle doit présider à des réceptions, où sa vêture ne saurait souffrir d'être inférieure à celle d'une invitée, et elle doit rivaliser dans le monde social avec les autres femmes, et tout cela coûte très cher. Et il faut donc que la famille donatrice de cette femme qui va être entretenue très cher contribue quelque peu à la dépense, en faisant ce cadeau destiné à devenir une ostentation somptuaire. Alors, ça veut dire, vous voyez bien que ça veut dire que la figure de la fille est divisée. Une paysanne africaine, en revanche, elle va non seulement porter les enfants, donc elle va être reproductrice comme l'autre, mais en plus elle va travailler dur dans les champs. Donc ça, si à la fois elle reproduit et elle travaille dur dans les champs, il faut payer. Si elle vient que pour parader dans la société et donner des fils de temps à autre, il faut contribuer à la dépense. Et alors ça veut dire que finalement, il y a des femmes qui sont des bœufs de labour, et il y a des femmes qui sont des chats persans. Pour rester dans la métaphore animale. Et puis il y a pas mal de femmes qui tentent d'être les deux à la fois. Alors autant dire que
la simplicité apparente de la figure la plus objective, la plus élémentaire, la plus directement soumise, la féminité domestique qui circule d'une famille à une autre, est déjà rongée du dedans par deux possibilités absolument contradictoires, comme l'atteste la circulation de l'argent. Alors, on montre aisément qu'il en va de même pour les trois autres. Je n'insiste pas, mais vous ferez vous-même l'exercice. La figure mystique, par exemple, est soumise à la pression toujours contradictoire d'un mouvement d'abaissement, d'humiliation, d'abjection et d'un mouvement d'ascension glorieuse, si bien que son image est aussi bien celle d'une sorte de bassesse répugnante que celle d'une lumière diaphane. Et d'ailleurs, on le voit, la religieuse est un personnage classique de la pornographie, en même temps qu'elle est, avec Thérèse d'Avila, dans la lumière de l'extase poétique. Alors, vous me direz, il s'agit de représentation, là. Tout ça est d'origine fantasmatique et largement masculine. C'est pas inexact quant au contenu apparent des représentations, mais je voudrais soutenir qu'il y a là une profonde idée abstraite de ce que peut être une femme. C'est là que je voulais revenir à travers tout ce matériel. On ne retiendra pas naturellement la particularité anthropologique des figures, mais on retiendra la logique du deux, du passé entre deux, comme ce qui définit de façon structurale ou quasi ontologique la féminité. Je dirais que la féminité s'oppose à la forte affirmation de l'un, du pouvoir unique, qui caractérise la position masculine traditionnelle. La logique masculine, dans la tradition, se résume à l'unité absolue du nom du Père. Un nom. Il y a le nom. Et le symbole de cette unité absolue est du reste évident dans l'unité absolue et absolument masculine du Dieu des grands monothéismes. Le Dieu des grands monothéismes n'est que la sublimation transcendante de l'absoluité de l'un dans la constitution de la masculinité traditionnelle. Or, c'est de cet un qu'il est question, de façon critique, dans l'entre-deux figural, où se tient toute femme. Alors on peut évidemment demander pourquoi la femme serait le deux de l'un masculin. C'est un peu ce que je suis en train de dire. C'est parce que le 1 et le 2 sont des structures internes. Et je voudrais tenter de montrer que le formalisme qui dialectise l'un et le 2, l'un et l'entre-deux, est adéquat pour penser la situation. Ou plutôt, c'est tout le problème sur lequel je vais conclure, que ce formalisme était adéquat, sans que nous ayons certitude qu'il le demeure. Femme désigne plus un processus qu'une position. Voilà la thèse. Alors quel processus? Bien, celui d'une passe, d'un passage, d'un entre-deux. Une femme est d'abord une passante, comme l'a vu Baudelaire, la passante. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais, mais elle n'a fait que passer. Alors, disons plus sèchement qu'une femme, c'est ce qui déjoue l'un. Et ça, déjouer l'un, ce n'est pas une place, mais c'est un acte. Et alors je soutiendrai ici volontiers, une différence peut-être avec Lacan, que ce qui définit une femme n'est pas le rapport négatif au tout, le pas tout. Pour Lacan, le pas tout commande la formule de la sexuation féminine,
mais c'est plutôt le rapport à l'un. Pour autant que pour une femme, l'un n'est pas. L'un n'est pas, ce qui veut dire que l'un n'est pas elle. Ça peut être l'autre, mais elle n'est pas l'un. Et donc, pour ce qui la concerne, l'un n'est pas. Et alors, on comprend bien tout cela si on est convaincu que Dieu n'est pas. Et que l'un du nom du Père, par conséquent, n'est pas non plus, que c'est une fiction masculine, en définitive, l'un. Que c'est la prétention masculine d'être l'un. L'un mesure des places, des positions et des dispositions. Bon, l'un du nom du Père n'est pas, et une femme est le processus de ce ne pas être. Elle est le processus de ce ne pas être qui constitue tout l'être de l'un, d'une certaine façon. Puisque si l'un n'est pas, l'être de l'un, c'est de ne pas être, justement. De ce point de vue-là, le ne pas être de l'un, c'est ce qui constitue tout l'être de l'un. Donc par une inversion radicale de toute la théorie traditionnelle apparente, on voit bien que c'est la femme qui prononce que l'homme est dans la guise du ne pas être l'un qu'il prétend être. C'est elle qui prononce l'être, et non pas l'inverse. Et elle le prononce selon un acte, selon le processus du déjouement effectif de l'un par l'impossibilité où elle se trouve de tenir véritablement une seule place. Par conséquent, j'affirmerais qu'une femme est par elle-même la preuve terrestre que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'a pas besoin d'exister, plus précisément. Si une femme existe, Dieu n'a pas besoin d'exister. Au fond, il suffit de regarder une femme, ce qui s'appelle regarder. Regarder, c'est pas une chose simple. Mais il suffit de regarder une femme pour être aussitôt convaincu que de Dieu peut fort bien se passer. Et c'est pourquoi, dans les sociétés traditionnelles, on cache les femmes. L'affaire est bien plus grave qu'une vulgaire jalousie sexuelle, vous comprenez. Si c'était une simple jalousie sexuelle, il y a longtemps que ça aurait été moqué, réduit, etc. C'est une affaire beaucoup plus grave. La tradition sait que pour maintenir vaille que vaille Dieu en vie, alors que sa tendance spontanée de mourir, Dieu, il faut absolument rendre les femmes invisibles. Et donc le processus féminin est un processus athée. Le processus actif d'existence d'une femme est athée. Tout à fait indépendant de la question de savoir si la femme croit elle-même en Dieu ou pas en Dieu. Vous voyez bien, c'est pas ça. C'est le processus de son existence est un processus athée. C'est ça qui fait qu'elles ont toujours posé question. Et posé question à la tradition elle-même, naturellement. Elles ont toujours été la question de la tradition. Il faut les cacher, il ne faut pas les construire. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il faut bien qu'il y en ait. Au fond, la tradition s'en passerait bien si elle pouvait. Mais elle ne le peut pas. Il faut reproduire l'espèce. Et alors, vous voyez bien qu'on fait autour de ça un bazar incroyable. Et pourquoi? Parce qu'il y a une innocence athée de l'existence féminine. Ça, je le crois profondément. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des mystiques, des croyantes, que les religions ont été soutenues par les femmes, que c'est un démenti à ce que j'annonce ici. Je l'énonce à un niveau de structure fine et essentielle, dans lequel le déjouement de l'un joue un rôle décisif, et à la fin des fins, d'un point de vue archétypal, l'un c'est le schème de l'existence de Dieu. Et alors, au fond, une femme, pour étayer ce processus athée, inconscient naturellement, c'est-à-dire fondamental, il faut toujours que dès qu'un terme risque de la clouer sur l'un, elle dispose d'un autre terme qui désunifie le premier. Et alors on passe entre deux. Et ce n'est pas qu'une femme soit double ou duplice, ce qui est une interprétation traditionnelle, justement. Parce que le fait que je vous dis là a été observé depuis longtemps.
Il y a longtemps que les hommes observent les femmes, vous savez, c'est une de leurs occupations principales, depuis la préhistoire incluse. Ils ont donc bien vu cet entre-deux, même s'ils l'ont nommé autrement. Et la version mythologique qu'ils ont donnée, c'est que toute femme est duplice. Ouais, souvent, femme varie, bien folle et qui s'y fie, chante Verdi, après Hugo. Mais ça, c'est la version traditionnelle de ce qui, chez la femme, fait objection à la tradition depuis toujours. À savoir que, dans l'apparence absolue et contrainte de la soumission, elle est toujours en train de déjouer l'un dont cette tradition se prévaut et d'attester qu'on peut s'en passer. On peut s'en passer. Ce dont la forme minimale et le jugement que portent dans leur domesticité retirée, dans le secret de leurs entretiens propres, les femmes sur les hommes dans les sociétés traditionnelles, à savoir que ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Et ce jugement, un jugement latent, informulé ou formulé, il est simplement le constat que cette histoire de l'un, on peut faire sans. On peut faire ça. Et alors, au fond, donc c'est pas que la femme soit duplice, version donnée par la tradition, c'est que dès qu'on prétend disposer une femme à une place, eh bien, elle va passer outre l'un par l'entre-deux de cette place et de son double, voilà, ou de son doublet. Et la puissance féminine, c'est toujours l'aptitude à créer un double de l'un qu'on lui impose, et finalement à passer entre les deux. Alors on pourrait dire qu'une femme, c'est toujours la création d'un double qui destitue l'un, tout en affirmant, glorieusement s'il le faut, son honnête. Alors je définirais la féminité comme outrepassement de l'un dans la guise d'une passe de l'entre-deux. Alors, une fois armé de cette définition, on revient à la question du contemporain. Si on accepte cette définition provisoire du féminin historique, vous voyez que nous le débusquons dans la tradition, mais que nous le débusquons dans la tradition comme un facteur originairement antitraditionnel, interne à la tradition elle-même, et renommé dans la tradition à raison de cette hostilité. Donc, la misogynie de la tradition est une misogynie fondée, voilà ma thèse. À partir du moment où vous êtes attaché à la défense de la tradition, vous avez parfaitement raison de vous méfier des femmes. Parce qu'elles ne sont pas aptes à se plier à la souveraineté de l'un, pour la raison que ce à quoi elles sont aptes, c'est toujours à créer un double et à créer une passe entre deux possibles, et à prouver par l'existence de cette passe que de l'un on peut se passer. Donc la misogynie féminine interne à la tradition n'est que la défense de la tradition elle-même. Ça, c'est extrêmement clair. Alors, je vous dis, là, il est un peu tard, mais je veux dire un mot, ma conviction sur le contemporain. Ce que je pense, c'est qu'une très forte pression s'exerce pour ramener la figure féminine dans la direction d'une unification, d'une unité. Le capitalisme contemporain demande et exige même que les femmes prennent sur elles la forme nouvelle de l'un que le capitalisme veut voir remplacer le vieil un du pouvoir symbolique, à savoir l'un de l'individualisme, consommateur et concurrentiel. Les fils, derrière les mâles, proposent de l'individualisme en réalité une version faible, adolescente, ludique, sans loi, possiblement ramenée au brigandage superficiel. On va demander à la fille-femme de proposer de l'individualisme concurrentiel et consommateur une version dure,
mature, sérieuse, légale et punitive. C'est bien pourquoi il existe aujourd'hui tout un féminisme bourgeois et dominateur, dont il faut quand même rendre raison. Il y a eu une période glorieuse du féminisme où il était lié intrinsèquement aux puissances de l'émancipation. Aujourd'hui, nous voyons bien, le féminisme est aussi bien une doctrine potentielle des pires réactionnaires. Il est tout à fait symbolique que le parti d'extrême droite soit en France dirigé par une femme. Ça a commencé avec Thatcher, ça. La mère fouettarde est prête à devenir une figure majeure de la politique contemporaine. Et alors, je pense que ça a des raisons profondes. La revendication du féminisme bourgeois et dominateur, appelons-le comme ça, c'est absolument pas de créer un autre monde. C'est absolument pas la revendication d'une émancipation. C'est de livrer le monde tel qu'il est à la puissance des femmes. Tout à fait autre chose. Ce féminisme exige que les femmes soient juges, générales d'armée, banquières, PDG, députées, ministres et présidentes, sans qu'on ait pu observer à ce jour la moindre amélioration, bien au contraire, de l'ensemble de l'exercice de ces fonctions au regard des populations en général. Hein. Et que même pour les femmes qui ne sont rien de tout cela, c'est-à-dire qui ne sont pas générales d'armée, banquières, PDG, députés, c'est-à-dire quand même presque toutes les femmes, telle soit la norme de l'égalité des femmes et de leur valeur sociale. Que les femmes puissent être tout cela. Dans cette direction, prononçons la sentence. Les femmes sont considérées comme une armée de réserve du capitalisme triomphant, dans laquelle on va puiser. Et alors, les femmes alignées sur cette vision des choses, qui se réjouissent inconsidérément de voir les leviers du capitalisme être les uns après les autres manipulés par des femmes. Ces femmes abandonnent évidemment le processus qui crée autre chose que de l'un, qui crée le deux, la passe du deux. En vérité, une femme devient le modèle du nouvel un, celui qui se tient avec vigueur et insolence devant le marché concurrentiel et qui en est à la fois le servant et le manipulateur. Disons ceci, cette femme contemporaine sera l'emblème de l'un nouveau, l'un l'apostrophe UN, l'un nouveau bâti sur la ruine du nom du Père, qui était le nom du vieil un. Et du coup, trois des antiques figures du féminin vont disparaître, parce qu'elles étaient toutes ordonnées autour de la maintenance du nom du Père. La séduction dangereuse, le don amoureux et le sublime mystique n'ont plus raison d'être. Naturellement, la femme 1, alors appelons-la comme ça, la femme 1. La femme 1, elle va vouloir être naturellement séductrice. Elle va garder ça, parce que la séduction, c'est une arme capitale de la concurrence. Comme nous le savons, aujourd'hui, les banquières et les présidentes se vantent de rester des femmes, au sens précisément de la séductrice. Mais là, la séduction change de sens. Elle n'est pas le double ou le péril de la conjugalité, elle est au service du pouvoir. Et c'est pourquoi cette séduction ne doit pas aller avec l'abandon amoureux, qui est une faiblesse et une aliénation. La femme 1 est libre, c'est une battante dure. Et si elle fonde un couple, c'est sur la base d'un accord aux avantages partagés. Alors l'amour devient la forme existentielle du contrat. C'est une affaire parmi d'autres. Et enfin, bien entendu, la femme 1 n'a que faire du sublime mystique, ça c'est moins qu'on puisse dire. Elle préférera de beaucoup, et en effet avec peut-être plus d'efficacité, la manipulation des institutions réelles.
Au fond, l'idée est que les femmes, non seulement peuvent faire tout ce que font les hommes, mais que dans les conditions du capitalisme, et compte tenu de la situation subjective qu'est la leur aujourd'hui, elles peuvent le faire mieux que les hommes. Elles seront plus réalistes, plus acharnées et plus tenaces, ce qu'elles ont toujours été, dans l'ordre propre de leur existence. Et pourquoi? Justement parce que les filles n'ont plus à devenir les femmes qu'elles sont, alors que les fils ne savent pas comment devenir les hommes qu'ils ne sont pas. Du coup, l'un de l'individualisme est plus solide chez les femmes que chez les hommes. Alors si on fait un peu de science-fiction, de nouveau, on pourrait dire qu'on pourrait prévoir peut-être tout simplement la disparition du sexe masculin. Il suffirait de congeler le sperme de quelques dizaines de millions d'hommes, ce qui représenterait des milliards de possibilités génétiques, on en aurait pour des siècles et des siècles. La reproduction serait garantie par insémination artificielle, on pourrait exterminer tous les mâles, et comme cela se passe chez les abeilles ou les fourmis, l'humanité ne serait plus composée que de femelles, qui feraient tout très bien. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui il y aurait quelque chose qu'elles ne feraient pas très bien, étant entendu que l'ordre symbolique serait minimal. Réduit à presque rien, il ne serait que celui qu'exige la situation réelle du capital. Alors, cette perspective est claire qu'aujourd'hui, la question de la reproduction de l'espèce humaine, de la filiation, est une question centrale. J'ai déjà passé l'heure, alors je voudrais terminer par quelques mots d'espoir tout de même. Voilà. Finalement, bon, parvenu à ce point, on pourrait dire, après tout, que les sociétés capitalistes contemporaines se débrouillent avec ce problème qu'elles ont créé. Mais, voilà, ma vision des choses, c'est que d'abord, c'est un problème difficile et obscur. Réellement. C'est pas du tout. C'est probablement un ébranlement de la consistance et de la configuration de l'espèce humaine, peut-être sans précédent. Peut-être sans précédent. Parce que ce que nous avons appelé là les figures traditionnelles, c'était bien au-delà de l'existence de quelques sociétés réactionnaires. J'ai essayé de vous le faire sentir, c'était véritablement la massivité de l'organisation symbolique et réelle de la sexuation, où la femme est en réalité, si je puis dire, dans un rôle de subversion officielle. Quoi. Alors la subversion officielle, c'est immédiatement dialectique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le jeu, dans la règle du jeu, elle la défigure, elle la translate comme ça, elle la prend en diagonale, et en même temps, de ce fait même, elle doit être maintenue par les moyens du bord à une place, puisque c'est le déplacement qui la constitue. Et ça, c'est une figure, dont je reconnais qu'elle est morte. Mais la figure qui nous est promise actuellement, ne croyons pas qu'elle soit une figure émancipatrice. Et ne l'étant pas pour les femmes, elle ne l'est pas pour les hommes, elle ne l'est pas pour l'humanité tout entière. Elle est une figure d'enregistrement de la possibilité d'un nouvel un dont, par une espèce de réversion de la situation primitive, les femmes seraient principalement porteuses. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut accepter la fin des figures traditionnelles. Ça, c'est sûr. On ne reviendra pas aux figures traditionnelles. Et trouver les ressources pour rejeter la figure de la femme 1 comme armée de réserve du capital. Et il ne faut pas se laisser embrigader dans la lutte contre les figures traditionnelles pour que l'emporte ce qui en effet est ce qui vient et ce qui a et aura puissance, à savoir la figure de la femme 1 comme emblème du nouvel 1, l'un de l'individualisme dont le capital a besoin qu'il soit constamment consolidé. Parce qu'il est aussi, lui aussi, pour des raisons autres, précaire et menacé.
Alors, ça veut dire, en gros, bon, je saute 2 pages, ça veut dire bien des choses. Ça veut dire en gros qu'il faut que je vais vous dire, il faut que les femmes se mêlent activement de la pensée. Voilà. Et il faut que les femmes deviennent, à grande échelle, créatrices d'art, de pensée, de mathématiques, de poésie, de théâtre. Il faut qu'elles retrouvent le génie du déjouement de l'un dans la symbolisation primordiale et pas dans la figure du pouvoir qui leur est aujourd'hui proposé. Aujourd'hui, on dit aux femmes, montez au pouvoir, vous allez voir. Et quand on voit, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien. On ne voit rien. On voit simplement qu'elles sont montées au pouvoir, en effet, et qu'elles peuvent continuer, que ça peut encore durer longtemps, que ça peut occuper des siècles entiers. Et que pendant ce temps, on aura finalement, en définitive, obtenu le spectacle pitoyable de la misère masculine généralisée. Et ça ne sera pas glorieux, ne le croyons pas, ça ne sera pas glorieux. Il faudra vraiment être très au-dessus des contingences pour considérer que c'est une vengeance des femmes et que les hommes l'ont bien mérité, je vous assure. Ça sera en réalité une figure d'aliénation terrible, renouvelée, et dont la compacité fait peur. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'une femme qui est géniale en mathématiques ou en physique, artiste, musicienne, peintre, poète, une femme dirigeante dans la politique d'émancipation, une femme qui, dans la relation amoureuse, est co-responsable de l'action et de la pensée, non pas une divinité obscure comme elle l'est dans le romantisme. Qu'est-ce qu'une femme philosophe? Voilà. Alors, ces questions sont en travail. Je ne veux pas ici développer les indices de sa constitution. Il faut que les femmes tournent le dos à ce qu'il leur est proposé. Je vous assure. Il faut qu'elles tournent le dos à ce qu'il leur est proposé. C'est ça le point. C'est ça le point. C'est un traquenard. C'est un traquenard horrible. Parce que les modèles qui seront présentés seront tous dans la figure de la femme sauvage, sauvagement concurrentielle, de la femme de pouvoir. C'est ça. La femme de pouvoir, c'est-à-dire la figure de l'un nouveau, pas le pouvoir des patriarches, des prophètes, des vieux barbus, hein. Un pouvoir élégant, en tailleur, en foulard parfumé, et qu'on verra à la télévision comme toutes ces vieilles peaux américaines qu'on voit. Ce sera affreux. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais dire, c'est que je crois que ceci passe, vous le voyez bien, du point de vue de la logique générale de ce que je vous ai dit, ceci passe par une réapparition, une réinvention de la jeune fille. Parce qu'il faut que ça vienne à bout de la rétroaction de la femme mûre intégrée au système du capitalisme jusqu'à l'adolescence ou à l'enfance des filles. Donc, je crois beaucoup à l'apparition, à l'invention d'une nouvelle jeune fille. Pas du tout la jeune fille d'autrefois, naturellement, promise au mariage, ça c'est fini. Mais d'une nouvelle jeune fille qui propose de devenir la nouvelle femme, elle. Voilà. Qui se propose comme tâche la nouvelle femme, celle qui ne sera pas la femme 1 que l'ordre capitaliste propose aujourd'hui. La femme qui déterminera les hommes à s'associer pleinement aux nouveaux effets d'une figure non oppressive de l'un. Une figure de l'un qui est déjouée de l'intérieur d'elle-même, en quelque sorte. Une jeune fille inconnue, qui est forcément en train de venir quelque part, je ne sais pas où, dans la salle peut-être. En tout cas, elle est en train de venir, je suis sûr. Et alors, évidemment, cette jeune fille sera aussi la porteuse du vide définitif de tout Dieu. Pour la raison que je vous ai dit, c'est que la femme, elle existera comme jeune fille de telle sorte que, comme tout le monde la regardera, Dieu disparaîtra, partira en fumée. Et alors, on pourra dire, comme le dit Valérie dans un très beau poème, devant le ciel, vide de tout Dieu, on pourra dire beau ciel, vrai ciel,
regarde-moi qui change. Merci.